Bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, Paris veut relancer les négociations de paix israélo-palestiniennes. L'histoire de ce jeune réfugié syrien, il a nagé 7 km dans la mer Égée pour rejoindre la Grèce. Qui sont les Zoroastriens? D'où viennent-ils? Reportage en Iran à la fin de ce magazine. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, s'est rendu ce dimanche en Israël et dans les territoires palestiniens. La France veut relancer les négociations. Une conférence internationale est prévue cet été à Paris. L'autorité palestinienne soutient la démarche, mais le gouvernement israélien est plus réservé. Il souhaite une négociation directe. Leïla Sali. La poignée de main est formelle. L'ambiance plutôt froide entre Jean-Marc Ayrault et Benyamin Netanyahou. Pour le Premier ministre israélien, la France n'est pas la meilleure candidate pour relancer un processus de paix avec les Palestiniens. La décision scandaleuse prise à l'UNESCO avec le soutien de la France et qui ne reconnaît pas le lien millénaire entre le peuple juif et le mont du Temple jette une ombre sur l'impartialité de la conférence que la France tente d'organiser. À l'origine de la controverse, une résolution de l'UNESCO votée le 16 avril dernier par la France. Pour Israël, ce texte occulte la relation entre les Juifs et leur lieu saint à Jérusalem. En cause, les termes utilisés, l'esplanade des mosquées que les Juifs appellent Mont du Temple est désignée uniquement sous cette terminologie musulmane. Une polémique qui illustre les désaccords profonds entre Israël et la France sur la question palestinienne. Le couple France-Israël est plutôt étrange. D'un côté, ils ont de bonnes relations commerciales et culturelles, mais d'un autre côté, il y a de gros désaccords sur la question palestinienne et sur les colonies israéliennes. Conséquence, Benyamin Netanyahou réclame des pourparlers directs avec l'autorité palestinienne. Mais pour cet expert, le véritable but du gouvernement israélien, c'est de maintenir le statu quo. Le rapport de force est en faveur d'Israël. Et actuellement, le gouvernement israélien a une conception des négociations qui est biaisée. Elle veut un partenaire affaibli qui va céder sur tout. C'est pas ça des négociations. Des négociations qui, avant même d'avoir commencé, divisent déjà les deux camps. L'autorité palestinienne, elle, attend beaucoup de l'action lancée par la France. Nous approuvons l'initiative de la France pour relancer le processus de paix. Mais comme vous le savez, le Premier ministre israélien a rapidement refusé. La question est pourquoi? Une réunion de préparation doit se tenir à Paris cet été. Pour ne pas condamner d'emblée ces négociations, Israéliens et Palestiniens seront absents de cette première rencontre. En 2014, date de la dernière initiative de paix menée par Barack Obama, les États-Unis avaient jeté l'éponge face à l'impossibilité de concilier les deux camps. Il y a un siècle, Français et Britanniques se partageaient le Moyen-Orient, spéculant sur la fin de l'Empire ottoman. François-Georges Picot pour Paris et Sir Mark Sykes pour Londres ont découpé l'Empire en traçant de nouvelles frontières. Cet accord est resté dans les mémoires sous le nom de ses auteurs. Cette redéfinition historique des frontières passant à travers les peuples a laissé des traces. Adèle Gastel revisite ces événements pour nous. En ce début du XXe siècle, l'Empire ottoman agonise. Les jeunes Turcs au pouvoir veulent se débarrasser des influences françaises et britanniques dans les provinces arabes. En novembre 1914, ils entrent en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. En retour, les Britanniques veulent enlever aux Ottomans le contrôle du pèlerinage à la Mecque. Ils savent que les musulmans les combattent au nom du djihad ou la guerre sainte. Pour cela, ils s'appuient sur le gardien des lieux saints de l'islam, le shérif Hussein ibn Ali, en jouant sur la fibre arabe. Il lui demande son aide pour battre les Turcs contre la promesse d'un grand royaume arabe qui devait s'étendre d'Alep en Syrie à Aden au Yémen. Pour les Turcs, toute manifestation de l'arabisme est un acte de trahison puni de mort. Les Français et les Britanniques unissent leurs forces et confient leurs négociations à François-Georges Picot et Mark Sykes. Le 16 mai 1916, un accord secret est conclu à Londres. La région est découpée en plusieurs zones. Une zone française d'administration directe, une zone d'influence française, une zone britannique d'administration directe, une zone d'influence britannique et une zone d'administration internationale. Fin 1917, le gouvernement révolutionnaire russe dévoile l'accord Sykes-Picot et provoque la colère des Arabes. Ces derniers découvrent aussi que la Grande-Bretagne défend l'idée d'un foyer national juif dans la région. C'est la déclaration Balfour du 2 novembre 1917. La concertation entre la Grande-Bretagne et la France n'efface pas la concurrence entre les deux puissances, car la mécanique de la guerre les rend dépendantes du pétrole.
L'officier britannique Thomas Edward Lawrence, ou Lawrence d'Arabie, joue un rôle essentiel dans la révolte des Arabes contre les Ottomans. En 1923, le traité de Lausanne précise les frontières de la Turquie, issue de l'Empire ottoman battu. C'est aussi la fin du califat islamique. En 1924, les lieux saints tombent sous le contrôle de la famille des Al Saoud, grâce à l'aide des Britanniques. Ils créent le Royaume d'Arabie Saoudite en 1932. Depuis les accords de Sykes-Picot, des pays arabes sont devenus indépendants, mais la région est déchirée par des conflits dévastateurs. De nouvelles alliances avec les puissances occidentales sont apparues, accentuant les tensions autour du pétrole et des territoires. Des régimes autoritaires font face à des organisations extrémistes qui veulent restaurer le califat perdu par les Ottomans. Un Syrien de 21 ans qui n'avait pas d'argent pour payer les passeurs entre la Turquie et la Grèce a décidé de rejoindre l'île grecque de Samos à la nage. Pour réaliser son projet et fuir la Syrie en guerre, Amir Meter s'est entraîné pendant des mois à Damas. Retour sur cette histoire exceptionnelle avec nos confrères de France 2. Il y a 8 mois, Amir Meter décide de rejoindre la Suède. Mais il n'a pas les moyens de payer les passeurs. Alors c'est à la nage qu'il choisit de traverser la mer Égée que tant d'autres franchissent en bateau. Entre la Turquie et l'île grecque de Samos, 7 km à parcourir, 7 autres nageurs l'accompagnent dans ce projet risqué. On a jeté l'essentiel de nos affaires pour ne garder que le strict nécessaire. Un petit sac avec des habits, un peu d'eau et de nourriture. J'avais noué un film plastique à mon poignet avec quelques dates à l'intérieur. On a choisi d'y aller par deux pour être discret. Mais une fois dans l'eau, il y avait du vent. Les vagues étaient trop fortes et je me suis vite retrouvé seul. Les eaux sont étroitement surveillées par les gardes-côtes turcs. L'angoisse le saisit très rapidement. J'étais terrorisé. J'avais peur de me faire attraper. J'essayais de regarder autour de moi, à droite, à gauche, mais dans l'eau c'est difficile. J'étais tétanisé, j'avais tellement peur que je n'arrivais plus à nager. Paniqué, comme s'il mettait pour la première fois les pieds dans l'eau, lui qui a pourtant soigneusement endurci son corps pendant des mois, à 6000 km de là, dans la piscine olympique de Damas. Amir vient ici discrètement nager chaque semaine, sous les affiches à la gloire de Bachar el-Assad. Même sous les roquettes, la piscine n'a jamais fermé. Ok, vous êtes prêts? Mais nager en bassin et nager en mer sont deux choses bien différentes. Amir en est conscient. Alors, après un bombardement qui a touché leur maison, avec ses frères, ils rejoignent Beyrouth. C'est là, sur les côtes libanaises, que le jeune Syrien va parfaire son entraînement avec son grand frère. Après plusieurs mois d'entraînement, Amir s'estime prêt. Il fait ses adieux à sa famille et rejoint la Turquie. Un jour, il m'a appelé pour me dire « Je me mets à l'eau, je ne pourrai plus te parler ». L'angoisse se termine 7 heures plus tard, lorsqu'il reçoit cette photo. Le sourire d'Amir, épuisé mais les bras levés, le geste d'un champion. À ce moment-là, j'ai su que c'était le début d'une nouvelle vie. Je venais de voir la mort en face et je ne peux même pas vous expliquer à quel point j'étais fatigué. J'ai eu les pires difficultés à me mettre debout. Je me sentais dans la peau d'un nouveau-né, sans force, après l'accouchement. Je ne savais même plus si j'étais encore en vie. Lever les bras était un effort surhumain. Amir garde désormais en permanence avec lui les lunettes porte-bonheur qui l'ont conduit vers l'Europe. Mais il n'incitera personne à suivre son sillon, conscient que son destin n'a tenu qu'à un fil dans les eaux tourmentées de la mer Égée. Ils pratiquent la plus vieille religion de Perse, celle avant l'islam. Leur prophète s'appelait Zarathustra. Ils parlent encore une langue ancestrale pratiquée par les anciens rois sassanides. Amoureux de la nature, les zoroastriens considèrent l'air, l'eau, la terre et le feu comme des éléments sacrés. Ils restent fidèles au principal enseignement de Zarathustra. Dieu a créé les êtres humains libres et égaux. Immersion parmi cette communauté à Yazd avec Mariam Pirzadeh et Mahmoud Ahmedi. Du zoroastrisme aujourd'hui, il reste ce temple du feu, l'un des lieux préférés des touristes. Pourtant, une fois par an, la communauté zoroastre de Yazd se réunit autour du feu et du soleil, éléments fondamentaux de cette religion, la toute première monothéiste du monde.
Dans ce temple, la flamme brûle depuis 1500 ans, sans interruption. Aujourd'hui, pour toute mémoire, il y a aussi ce musée, avec le Gatha, le livre sacré. Cet ancien professeur à la retraite parcourt les lieux pour y expliquer sa culture, basée sur 3 grands préceptes. Bien penser, bien parler, bien se comporter. Voilà, c'est juste cela. Toutes ces formalités, ces coutumes qui sont arrivées au fur et à mesure, ce sont les prêtres qui s'en occupent. Ce n'était pas dans l'esprit du prophète Zarathustra au départ. Aujourd'hui, comme Ramin et ses amis, il serait 30 000 à vivre en Iran. Ils sont reconnus comme appartenant à une minorité religieuse depuis la révolution islamique de 1979. Ils disposent d'un député au Parlement national et n'ont pas accès à certains métiers, comme l'imprimerie ou le corps militaire. Les Zoroastriens ont leur propre fête, tout en respectant les rites musulmans qui rythment aussi leur vie quotidienne. Lorsque c'est le ramadan, même si nous, on ne jeûne pas, par respect pour ceux qui le font, on ne mange pas et on ne boit pas non plus d'eau en public. C'est une question de respect. C'est pareil pour les jours de deuil, nous n'organisons pas de mariage. Le groupe d'amis se rend tous les après-midi dans le musée pour expliquer aux visiteurs les moindres recoins de cette bâtisse, vieille de 800 ans. Leur religion date de près de 4000 ans et certains souhaiteraient que leur lieu soit davantage pris en considération. Les autorités en charge de l'héritage culturel devraient prêter plus d'attention au patrimoine, mais aussi à la protection de ces sites historiques. Rostam parle notamment de Dakhmeh. C'est ici, aux confins de Yazd, jusqu'à il y a 40 ans que les Zoroastriens enterraient leurs morts en abandonnant le corps aux vautours. Désormais, ce sont des flots de touristes qui se rendent au pied de ces montagnes. C'est la fin de ce magazine. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.france24.com. Merci à vous tous de votre attention.